Il est 21h et ça fait déjà 6 fois que vous essayez de mettre votre enfant au lit. Ça fait 6 fois qu'il ressort du lit pour jouer, qu'il court à travers la chambre en bas de pyjama, qu'il veut encore une autre histoire, qu'il réclame un verre d'eau. Ou alors, ça fait 2 heures que vous êtes en train de monter votre nouvelle bibliothèque et que vous êtes coincé à l'étape 6B, celle où il faut mettre le bidule J1 dans le trou T3, et que ça marche pas. Le trou est 2 mm trop à gauche, ou alors le bidule est un petit peu trop gros. Enfin bref, en tout cas, tout ça, ça rentre pas. Et vous êtes de plus en plus tendu, jusqu'à ce que vous ayez tellement forcé que le bidule en bois casse, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à hurler contre votre enfant alors que vous aviez juste envie de faire preuve de patience et de passer une soirée calme. La frustration, c'est un mélange de colère et de déception. Voici Axelle Moreau, qui est chercheuse en psychopathologie à l'Université de Laval, au Québec. On est déçu puis on est fâché. Donc, pourquoi est-ce qu'on est fâché et déçu ? En général, c'est parce qu'on avait des attentes. On s'attend à quelque chose, puis on a prévu quelque chose. Dans la frustration, il y a cette idée-là. Je me suis un peu projetée vers l'avant, vers le futur, et je me suis dit que ça allait se passer comme ça. Dans sa voiture, ça peut être, je pensais que j'allais être à l'heure à mon rendez-vous parce que j'étais quand même partie 20 minutes à l'avance pour un trajet qu'en fait 10. Et en fait, non. Et je suis coincée dans les bouchons bien plus de temps que prévu sur le périphérique. La réalité qui est la mienne est différente de celle à laquelle je m'attendais. Et ce décalage entre ce que j'avais prévu et ce qui se passe, c'est ça qui me met en colère et me déçoit. Faire des hypothèses sur ce qui va se produire dans le futur, on le fait tous dans notre quotidien. Par exemple, si on veut prévoir à quelle heure on part le matin pour aller au bureau, on va faire ça. Dire, normalement, mon trajet en métro ou sur le périph', il prend tant de temps. S'il n'y a pas d'obstacle, on est mardi, il y a plus ou moins de trafic, etc. On fait une hypothèse. Du coup, on prend une décision sur ce qui nous semble le plus probable qui va arriver, de partir, par exemple, une demi-heure à l'avance. Parce que notre hypothèse, c'est qu'on va mettre une demi-heure à faire le trajet. Mais si, pas de chance, il y a un accident sur le périphérique, une panne dans le métro. Là, il se passe un événement pas prévu. Je vais être en retard. Je suis frustrée parce que normalement, j'avais tout mis en place pour être à l'heure. Et c'est pas ce qui arrive. Prévoir, mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à l'heure, ce sont autant de tentatives pour contrôler notre environnement. On pense qu'on contrôle. C'est une jolie pensée, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est juste qu'on ne pourrait pas fonctionner si on prenait pleinement conscience d'à quel point est-ce qu'on contrôle rien. Donc, à la place, on vit dans un monde où on est plus ou moins persuadé de contrôler plein de choses. Et quand on est confronté au fait que c'est faux, souvent, on va vivre ce sentiment de frustration. Le contrôle, c'est une stratégie dictée par la peur. Donc, en fait, en général, faire en sorte de ne pas être en retard, c'est déjà un moyen de contrôler une autre peur, qui va plutôt être une peur, de qu'est-ce qui se passe de la personne en face de soi avec qui on a rendez-vous, si je garde le point de vue du rendez-vous. Par exemple, décevoir un ami qui va nous attendre, rater le rendez-vous, être mal vu, se prendre une remarque. C'est tout ça, finalement, qui va surtout faire peur. Et pour lutter contre ça, je vais mettre en place plein de stratégies qui sont de l'ordre du contrôle pour éviter de me retrouver dans cette situation qui me fait peur, finalement. Pourquoi est-ce que je vais me mettre en colère dans les bouchons ? C'est parce que, en fait, je déteste être en retard. C'est surtout ça qui va me poser un problème. Donc, dans ce cas-là, je suis quelqu'un d'anxieux qui aime contrôler son environnement puis qui fonctionne beaucoup avec des « il faut ». Il faut que je sois à l'heure. Il faut. C'est des ordres qu'on se donne à soi-même puis qu'on donne aussi à son environnement. Je veux que tout se passe comme j'ai décidé. Tout ça, c'est du contrôle, puis ça nous sert à nous protéger, finalement, de ce qui nous angoisse. Si je contrôle tous les facteurs qui pourraient me rendre en retard, je lutte contre la peur d'être en retard. C'est ce qu'Axelle Moreau appelle un comportement anxieux. Mais ça ne veut pas dire que ça concerne uniquement les personnes qui sont de manière générale anxieuses ou qui vivent avec une anxiété pathologique. La majorité d'entre nous a un fonctionnement qui fonctionne sur le mode de l'anxiété. C'est un fonctionnement classique, très répandu de l'être humain, puis qui est très adaptatif. On fonctionne beaucoup sur la peur, tous. On se protège de ce qui nous fait peur, comme ça on est en sécurité. C'est un mécanisme archaïque de fonctionnement, de se mettre en sécurité. Être anxieux, c'est une stratégie. C'est pas une mauvaise ni une bonne chose, c'est une stratégie. Et
Donc il y a beaucoup de gens qui font comme ça, c'est parce que ça marche plutôt bien, en fait. Si j'essaye de me projeter dans l'avenir, de faire des hypothèses, de prévoir les différents obstacles qui pourraient s'opposer à moi, puis trouver des solutions avant que ça arrive, tout ça, c'est de l'anticipation, tous ces mécanismes d'anticipation, de projection dans l'avenir, etc., en essayant d'identifier des obstacles, c'est une stratégie typiquement anxieuse. La spécificité de l'anxieux, c'est que lui, il va aller repérer dans tout ça les choses que lui, il veut éviter. Alors ça dépend de chacun. Par exemple, si pour moi, c'est très important l'image que les autres ont de moi, je vais être très concentrée sur les questions, par exemple, d'être à l'heure, de bien paraître, de ne pas fâcher. Et tout ça, ça va être important pour moi. Et c'est ça que je vais essayer de repérer dans mon environnement, toutes ces situations-là. Puis je vais essayer d'éviter toutes les situations qui me dérangent. C'est bien parce qu'on aimerait pouvoir contrôler la réalité. Parce que quand elle s'oppose à nous, elle nous heurte, qu'on essaye de la faire plier. On se sent bloqué, on essaye encore et encore, et on s'énerve. Plus on essaye, moins ça marche. Et moins ça marche, plus on s'approche du moment où la cocotte minute risque d'exploser. Où on risque de péter un câble. Je m'appelle Adélie Pojman-Pontet. Bienvenue dans Émotion. Il y a une discipline dans laquelle la frustration se fait énormément sentir et dans laquelle elle est particulièrement dangereuse. C'est le poker. Cette frustration qui monte parce que les choses ne se passent pas comme prévu et qui donne envie de tout envoyer balader, de tout casser. Dans le poker, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le tilt. C'est le moment où la frustration devient tellement forte que notre cerveau se bloque, part en vrille et est prêt à nous faire n'importe quoi pour sortir de cette situation. Ce mot tilt, en anglais, ça veut dire incliner ou pencher. À l'origine, le mot vient du flipper. C'est un mécanisme qui empêche les joueurs de tricher en bousculant ou en penchant le flipper. Quand un joueur fait ça, les batteurs du plateau sont désactivés et le mot tilt s'illumine sur l'écran. Tout se bloque, impossible de relancer les billes. Et résultat, toutes les billes tombent, on ne peut plus rien faire et on perd la partie. Depuis, le mot a voyagé et le poker s'en est emparé pour désigner ce moment particulier où tout se paralyse en nous et où on se met à jouer n'importe quoi. Aujourd'hui, ce mot est aussi utilisé dans l'e-sport. Là encore, ça désigne le moment où on enchaîne les parties perdues et où rien ne va comme on veut. Et même si tous les sports n'ont pas de mots pour désigner ce phénomène, on visualise assez bien l'image d'un ou d'une joueuse de tennis casser sa raquette de rage après plusieurs fautes, qui se retrouve envahie par ses émotions et qui ne peut plus se concentrer sur le match. Le tilt, c'est pas un concept qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est juste qu'on a des gens qui ont un besoin de le nommer comme ça, qui le nomment en tant que tilt, et que ce concept soit très vivant puis très utile dans un groupe donné. C'est ça qui est nouveau. Axel Moreau a écrit toute sa thèse en psychopathologie sur ça, justement, le tilt. Ce moment où on veut tout faire valdinguer. C'est souvent très instantané. Tout comme dans les bouchons, je vais être peut-être tendue, mais ça va, si je suis un peu en retard. Puis là, tout d'un coup, je vois tous les feux rouges des autres voitures s'allumer. Et là, tout d'un coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vraiment, là, je suis fâchée parce que j'ai compris que là, j'allais vraiment être en retard. C'est pareil au poker. Mais là, c'est carrément toute la dynamique du jeu, de faire des hypothèses sur l'avenir et de prendre les meilleures décisions. Mais j'ai toujours une marge d'erreur, comme dans la vie d'ailleurs, j'ai toujours une marge d'erreur. Cette marge d'erreur au poker, on peut la connaître, et il y a des fois où elle est plus ou moins élevée. Finalement, quand on joue, très souvent, on va parier sur une hypothèse, puis ce ne sera pas la bonne. Ça fait partie du jeu. Ça va être plus ou moins souvent, selon comment on est bon, puis... Et après, même si on fait une très bonne estimation, même si j'ai 80% de chance de gagner, je peux perdre quand même, parce qu'il en reste 20% de chance. Et si ça m'énerve beaucoup, je vais me retrouver à tilter tout le temps. C'est un jeu de l'anxieux frustré, en fait. Je suis donc allée demander à des joueurs de poker, professionnels et amateurs, ce qui se passait quand ils tiltaient, ce passage quasi obligé du jeu où ils ont envie de tout casser. J'ai commencé par poser la question lors d'un enregistrement de Club Poker Radio, un podcast produit par Club Poker, un site communautaire dédié au poker. Je me suis rendu compte que ça impliquait beaucoup de souris d'ordinateur défoncées, de tables cassées et même de sabres japonais, des katanas, qui finissaient plantés dans les murs. C'est Olivier Piechadzik, joueur professionnel de poker en ligne, qui m'a parlé de ça.
C'était Idriss, alors c'est à la radio que j'animais, Idriss à Ambresse, qui raconte une histoire où un soir sa copine rentre dans son appart et trouve un katana planté dans le mur. Je suis même pas sûr, je me souviens plus de l'histoire, je suis même pas sûr qu'elle lui ait demandé ce qui s'était passé parce que c'était assez évident. La session du jour s'était mal passée, le katana avait fini dans le mur. Bref, tilter au point de tout casser, ça a l'air d'être une expérience assez courante. Ça n'arrive pas qu'aux joueurs de poker en ligne, qui sont tout seuls chez eux sur leur ordinateur, ça arrive aussi à celles et ceux qui jouent en chair et en os dans des tournois sur des tables à tapis vert. Je m'appelle Guillaume Darcourt, j'ai 46 ans, j'ai été joueur professionnel de poker pendant 6 ans. J'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans, après avoir gagné 3 titres World Poker Tour, une table finale de World Series à Vegas et un titre European Poker Tour. Voilà, pour les plus importants. Toi, tu considères que t'es un gros tilter ou pas ? Ouais, je considère que je suis un gros tilter. Le tilt, c'est une émotion suffisamment forte pour qu'à un moment, elle te fasse déjouer de ton meilleur poker. Voilà, pour résumer à l'extrême. Déjouer, ça veut dire adopter une mauvaise stratégie qui a peu de chances de fonctionner. Souvent, ça se traduit par une manière de jouer très agressive qui tente le tout pour le tout avec un seul but en tête, récupérer l'argent perdu par exemple, ou remonter dans le classement. Moi, je suis principalement affecté par la perte d'une partie plus ou moins importante de mes jetons dans un coup ou dans une série de coups. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu tiltes ? J'en perds encore plus parce que, comme je viens de t'expliquer, tu déjoues totalement à ce moment-là et donc tu fais des coups dans lesquels tu dois absolument pas aller. Et comme tu essayes de régler le problème originel du tilt par son inverse, donc tu viens de perdre beaucoup de jetons, donc tu vas jouer beaucoup de coups en te disant tu vas te refaire. Donc tu vas multiplier les coups, ce qui est jamais une très bonne idée au poker, et tu vas les forcer. Donc, tu vas essayer de bluffer un truc où tout le monde voit que c'est imbluffable, mais toi, tu te dis, si, ça va passer. Des choses comme ça, tu vois, donc tu en perds encore plus. Axel Moreau explique qu'être en tilt, ça se manifeste à plusieurs niveaux, du point de vue cognitif, comportemental et émotionnel. Les conséquences comportementales, c'est tous les exemples qu'on a évoqués. C'est ce que raconte Guillaume Darcourt, c'est jouer beaucoup de coups, essayer de bluffer sur des cartes qui n'ont aucun sens, c'est jouer de manière plus agressive et moins stratégique. L'autre conséquence comportementale, c'est ce qu'évoquait Olivier en début d'épisode, envoyer un katana dans un mur ou casser la 3e souris de la journée. Au niveau des pensées, on va trouver de la dissociation, des choses comme les joueurs nous disent « je suis dans un état second, je suis plus tout à fait moi-même ». Ce qu'on appelle un défaut d'inhibition, c'est-à-dire qu'ils nous disent « faut que je me calme, j'ai pensé, faut que je me calme, mais je n'arrive pas à le faire ». Au niveau cognitif, le tilt se manifeste par des pensées qui reviennent en boucle. C'est de la rumination. Chez Guillaume Darcourt, c'est par exemple l'obsession de se refaire. Il m'a raconté l'un de ses tilts les plus spectaculaires. Ça m'est arrivé au WPT Grand Prix de Paris, qui est un tournoi cher, un tournoi à 10 000 € à l'entrée. Et on démarre avec... je ne sais plus si à l'époque on démarrait pas avec 25 000 jetons. Bon, 25 000 ou 30 000 jetons. Et je fais une journée exceptionnelle, terminant à plus de 415 000 jetons, c'est-à-dire grosso modo 15 fois ton tapis de départ, ce qui est c'est rarissime, mais voilà quoi, c'est un petit exploit en soi. D'habitude, les gens qui font une bonne journée, ils terminent à combien de jetons ? Une bonne journée, tu vas terminer. Très, très bonne journée, tu vas terminer à 140 000, 150 000. C'est une très belle journée. Très, très belle journée. Et là, t'en as 415 000. Ouais, 415 000. La journée est terminée. Jour 1 fini. Rendez-vous au jour 2. Tu te sens comment à la fin de cette journée ? Comme d'hab, très, très fatigué et très excité en même temps. Voilà. T'es lessivé après une journée de 15 heures de ce niveau de concentration, t'es vraiment vide, t'es totalement vide. Mais le fait d'avoir monté des jetons, c'est très très excitant et l'un avec l'autre, c'est pas pour ça que tu vas dormir, tu vas pas dormir. Enfin, je me souviens surtout en fait que je me suis embrouillé avec un de mes meilleurs potes au poker et que c'est ce qui m'a vraiment perturbé. Donc on a passé 1 heure à discuter.
et que ça m'a vraiment perturbé, et que je suis rentré après dans ma chambre et que j'y ai pensé, et que entre le tournoi et cette histoire-là, j'ai rien dormi de la nuit. J'ai dû dormir 2 heures, 2 heures et demie, et j'arrive au jour 2 vraiment complètement crevé, et puis contrarié, très contrarié. Voilà. Ouais, c'est une histoire de merde, hein. Je me retrouve pendant la journée à la table avec sa femme. Et j'élimine sa femme. Et sa femme part en tilt. Complet, et elle explose dans la salle. En fait, elle considère que parce que je suis un des meilleurs amis de son mari, j'aurais pas dû la jouer, j'aurais pas dû donc l'éliminer, et que voilà, et donc c'est un scandale. Et puis une fois qu'elle s'est bien énervée, etc., elle s'effondre, elle commence à pleurer. Enfin, c'est un drame pas possible, parce que c'est un tournoi très cher, et donc ça crée des choses, voilà, c'est compliqué, tu vois. Donc elle se met à pleurer, il y a plein de gens qui viennent pour la réconforter. Voilà, ça fait toute une histoire pas possible. Et puis du coup, après je m'engueule avec son mari, parce que ça a pris des grosses proportions, parce que sa femme elle a pleuré toute la journée, donc il est bien obligé de la défendre un peu, parce que c'est 10 000 balles, parce que tout ça. Et je considère que c'est un peu injuste, mais bon, peut-être que ouais, j'aurais pas dû la jouer, encore que, enfin bon, et puis ça m'emmerde de me disputer avec lui, et encore plus pour ça, et puis voilà, puis j'ai pas envie de m'engueuler avec mon pote parce que j'ai éliminé sa femme, donc voilà, qu'ils viennent me faire toute une histoire pour ça, là, ça me contrarie. Voilà l'histoire. Et donc du coup, impossible de dormir. Ouais, j'ai rien dormi, je te dis, j'ai dormi 2 heures, 2h30, je sais plus, mais j'arrive crevé, porté par les nerfs malgré tout, là, mais en fait, dans les faits, j'arrive, je suis totalement en tilt. Je suis pas du tout dans des conditions de jeu sereines. Je suis encore très contrarié. La seule vue de mon pote qui me dit pas bonjour, là, ça me remet encore plus dans le truc, et je déjoue complètement à un niveau qui est totalement incompréhensible, sauf à l'expliquer par un tilt huge, et un bon exemple de tilt à mettre dans tous les bouquins de qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et donc j'ai réussi à perdre 415 000 jetons en 2 heures. Et je pense que c'est encore plus difficile de perdre 415 000 jetons en 2 heures que d'arriver à les monter en une journée entière. J'ai fait doubler ce qu'on appelle un petit tapis, donc un mec qui avait pas beaucoup de jetons, donc il devait peut-être avoir 30 000, les 30 000 de départ, et je l'ai fait doubler sur un coup nul. Donc j'ai perdu 30 000 d'entrée à la première main, je crois. Puis après, déroulé quoi. J'ai joué la deuxième, où je devais avoir une main toute pourrie, et j'ai voulu forcer, puis j'ai perdu 30 000 de plus. Puis là, j'ai réussi à me discipliner 3 mains en me disant, bon allez, arrête les conneries. Et puis au bout de 3 mois, j'ai fait exactement la même, et puis voilà, en 2 heures, il n'y en avait plus. Plus rien. Dehors, au revoir, t'es pas beau, t'es moche, t'es nul, et puis rentre chez toi, allez hop. Quand on est en tilt, donc quand on est dépassé par sa frustration, tout notre cerveau est dirigé vers l'objet de cette frustration. Il faut savoir que les fortes émotions, comme de la colère, comme ça, c'est quelque chose qui mange beaucoup, beaucoup d'énergie à traiter pour notre psychisme. Et quand notre cerveau est concentré vers ce qui nous frustre, il n'arrive plus à fonctionner correctement. Et en particulier, il est moins capable de prendre des décisions. C'est pour ça que le tilt est particulièrement un problème au poker. Si vous êtes frustré parce que vous êtes coincé dans les bouchons, malheureusement, il y a peu de choses à faire pour vous sortir d'affaire. Hormis faire preuve de patience. L'essence du poker, c'est prendre la meilleure décision. Quand on tilt, par principe, on n'est plus en train de faire ça. On n'est plus en train de prendre la meilleure décision. C'est typiquement ce qui arrive à Guillaume d'Harcourt quand il commence à perdre des jetons le 2e jour de son tournoi. Il est incapable de prendre les bonnes décisions qui lui permettraient de rester à flot sur le long terme et surtout de rester dans la course. En vrai, tu démarres la journée à 415 000. T'es premier, le deuxième, il doit avoir 180 000. Même si tu perds 100 000, ce qui est totalement impardonnable en 20 minutes, t'es encore à 300 000, c'est-à-dire t'es encore loin, loin, loin devant tout le monde, tu vois. Et la moyenne, elle est à 70, 80 000, donc t'es encore énorme. Mais non, dans ta tête, c'est non. Enfin, dans la mienne, en tout cas, c'est non, il faut se refaire.
faut revenir à 400 parce que j'ai démarré comme ça, c'est acquis. Tu te dis, bon, de toute façon, vu ce qu'il me reste comme jeton, ça y est, c'est foutu. Tu te dis, la seule chance que j'ai maintenant, c'est de doubler mon tapis, c'est de remonter tout ça, et puis tu vas le faire, encore une fois, en forçant les coups, en te disant, la première belle main que je vois, je vais tout envoyer, et puis je vais essayer de doubler. Voilà, trop vite. Axel Moreau explique qu'il y a 2 manières dont notre cerveau prend des décisions. 2 manières, selon les situations dans lesquelles on se trouve, de réfléchir pour arriver à un résultat donné. La manière heuristique et la manière algorithmique. L'algorithmique, on pourrait dire que c'est un peu à la façon d'un robot, c'est-à-dire que ça oublie rien et ça fait toujours tout pareil. Et l'heuristique, c'est plutôt à la façon de l'expérience, c'est-à-dire je sais que souvent c'est comme ça, alors je fais comme ça. La méthode heuristique, c'est la méthode facile pour le cerveau. Heuristique, ça vient du grec eurisko, qui veut dire « je trouve ». Donc c'est quand on trouve la solution sur la base de notre expérience. C'est le cerveau qui dit « oh c'est probablement comme ça parce que en général, c'est comme ça ». La prise de décision heuristique, elle est plus intuitive et plus déductive. Au quotidien, par exemple, on ne traite pas toutes les informations de façon algorithmique, sinon on serait épuisé. L'heuristique, c'est surtout une façon de traiter l'information qui est super efficace, parce qu'elle consomme peu de ressources et elle donne une réponse qui marche la plupart du temps. Par exemple, quand vous voyez une porte, vous ne vous mettez pas à analyser « c'est quoi une porte, elle est où la serrure, etc. » Non, c'est instinctif, je prends la clé, je la mets dans le trou, je sais que ça marche. Imaginons que vous avez plusieurs clés, la porte s'ouvre pas, là vous pouvez passer en algorithmique, je vais essayer toutes les clés en commençant par celle de gauche et en finissant par celle de droite. Ou l'heuristique, dis donc, celle-là, elle a l'air de ressembler au trou de la serrure, je vais l'essayer. Mais au poker, où tout le jeu est fondé sur la prise de décision, se rabattre sur une décision heuristique, c'est dangereux, parce qu'on s'appuie sur notre intuition. Et l'intuition a plus de risques d'être influencée par l'état émotionnel du moment. Or, quand on part en tilt et qu'on est frustré, c'est l'heuristique qui prend le dessus. Ah là, pour le coup, oui, l'algorithmique est parti faire une sieste. Ouais. Ce qui peut arriver aussi, c'est que quand toutes les décisions qu'on a prises d'une manière ou d'une autre se sont avérées mauvaises, on peut finir par s'en remettre à des fausses croyances. Une fausse croyance, c'est par exemple, si je souffle sur les dés, j'ai plus de chances de faire un double 6. Ces fausses croyances induisent aussi souvent ce qu'Axel Moreau nomme des conduites ordaliques. Une conduite ordalique, c'est quand, au lieu de prendre une décision, on laisse la décision, entre guillemets, dans les mains de Dieu ou d'une puissance supérieure. Si on reprend l'exemple de la porte, une fois que vous avez essayé toutes les serrures et qu'aucune n'a l'air de fonctionner, c'est de se dire que si un chat passe dans la minute qui arrive, je défonce la porte. Dans les bouchons, ça veut dire que si vous êtes au comble de la frustration et que vous ne savez plus quoi faire, vous décidez que si le prochain feu ne passe pas au vert dans les 6 secondes, vous abandonnez votre mari dans la voiture et vous allez à pied à votre rendez-vous. En poker, ça veut dire que vous avez 15 000 balles en jeu et que vous décidez de tenter le tout pour le tout et de faire un all-in, c'est-à-dire miser tous vos jetons et donc tout votre argent. Concrètement, si vous faites un all-in, les joueurs qui vous suivent mettent eux aussi en jeu tous leurs jetons. Si vous avez les plus hautes cartes, vous remportez tous les jetons de tous les autres joueurs, mais si vous perdez, vous perdez tout. Et là, comme Guillaume Darcourt le 2e jour du tournoi, salut, t'es pas beau, t'es nul, rentre chez toi. Donc faire un all-in, c'est très, très risqué. On est plus sur des réflexions qui sont basées sur d'après statistiquement ma main, j'ai tant de chances que ça passe par rapport. On n'est plus du tout là-dessus. On est sur ça passe ou ça casse. Soit je gagne et je remporte tout, soit je pars d'ici. C'est ordalique. Tilter, c'est souvent une combinaison de facteurs, de sources de frustration qui peuvent être à la fois internes et externes. Pour Guillaume Darcourt, le tilt est venu à la fois de sa fatigue, liée à son insomnie, et au fait qu'il n'arrivait pas à se concentrer et qu'il était déjà frustré par la dispute avec son ami. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on peut être amené à tilter, comme par exemple la pression liée à la compétition. C'est Marie-Laure Norindre qui m'a parlé de ça. Elle n'est pas joueuse de poker, mais championne internationale de jeux vidéo, une discipline dans laquelle on parle aussi beaucoup de tilt. Elle est plus connue sous le nom de Kayane, le pseudo qu'elle utilise dans sa discipline. Kayane joue en particulier à Soul Calibur, un jeu de combat en 1 contre 1. Chaque joueur joue un personnage avec sa personnalité, ses armes, ses coups fétiches. Et Kayane joue souvent le personnage de Viola. Donc moi, c'est un personnage qui a un orbe et des griffes. Et lui, il jouait une femme ninja. Le but est simple, c'est tuer l'autre dans le temps imparti.
Kayane a commencé à jouer à l'âge de 7 ans et elle a commencé à participer à des tournois à 9 ans. À 10 ans, elle est vice-championne de France de saut calibre et à 12, elle représente l'équipe de France en tournoi mondial et ressort aussi vice-championne du monde. Aujourd'hui, Kayane a 27 ans et elle continue la compétition. Elle a été sacrée championne du monde et championne de France à plusieurs reprises. Elle m'a raconté un tournoi qui se déroule à Las Vegas en 2012. Ça m'arrivait surtout plus jeune. Je me souviens d'un moment particulier où c'était en 2012, donc c'était déjà il y a 7 ans, où c'était à l'Evo, à Las Vegas, et je jouais contre un Japonais. Et puis, du coup, comme c'était un des matchs les plus intéressants à regarder à ce moment-là, il y avait énormément de joueurs qui voulaient regarder. Donc, il y avait plein de joueurs américains qui, eux, quand ils regardent un match, n'arrêtent pas de crier dans tous les sens. Il y a beaucoup de pression. Il y avait les joueurs français qui me soutenaient. Il y avait beaucoup de joueurs japonais du côté de mon adversaire. Et en fait, à un moment donné, je pense que j'ai fait une erreur vraiment, vraiment merdique de mon côté et que je m'en suis voulu à mort. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment perdu les pédales. Et c'est pas que je m'énervais et je l'étalais dans tous les sens, mais j'étais vraiment très énervée contre moi-même. Et je pense qu'à ce moment-là, j'arrivais plus à me concentrer et j'arrivais plus à revenir dans le match et à garder mon calme, en fait. Alors, le tournoi se déroule dans une salle juste énormissime qui peut accueillir au moins 5000 joueurs sur place. Donc, il y a beaucoup de monde. Et là, dans ce match-là, il n'était pas diffusé sur le grand écran, il n'était pas diffusé en direct. Du coup, les joueurs regardaient le match, mais via le petit écran sur lequel on jouait. Donc, ils essayaient de se trouver une place pour avoir une vue sur le match. Et c'est super dur de s'isoler, d'être dans sa bulle à ce moment-là parce qu'on n'a pas forcément de casque anti-bruit à ce moment-là. En plus, il y a 7 ans, c'était rare d'avoir des casques dans les tournois. Et là, c'est vraiment dur de se focus sur soi-même, sur le match, sur son adversaire et de vraiment passer outre ses émotions pour se concentrer que sur le match. Et je pense qu'à ce moment-là, voilà, il y avait trop de monde. Il y avait trop de bruit, trop de gens qui gueulaient pour rien et que ça m'énervait beaucoup, en fait. Les gens s'agglutinent derrière et ça arrive souvent. Généralement, dans les tournois, il n'y a pas le temps de tout mettre sur le grand écran. Et du coup, il y a plein de gens qui montent sur les chaises pour avoir une vue en hauteur, pour regarder le match via le petit écran sur lequel nous, on joue. Et c'est vrai que ça peut être perturbant. Et à ce moment-là, je n'avais pas le calme olympien. Du coup, c'était vraiment difficile de passer outre cette situation-là. Ce jour-là, je pense que c'est surtout mon attitude générale qui était d'être trop impulsive, alors que lui-même jouait un personnage plus rapide que le mien. Et du coup, le fait que j'ai attaqué dans des moments où j'avais pas l'avantage, parce que dans les jeux de combat, il y a toujours des moments où, en fait, si on se prend un coup, généralement, on peut pas riposter derrière automatiquement parce que c'est pareil dans la vie. Si on s'est pris un coup, il y a le temps de se remettre de ce coup-là avant d'attaquer derrière. Dans les jeux de combat aussi, c'est pareil. Et le fait que, sous le coup de l'impulsion, de la pression, du monde autour, le fait de pas rester calme, ça fait que j'étais d'humeur à foncer dedans, dans le tas, à pas réfléchir. Et je pense que ça a été une grave erreur, surtout contre lui qui jouait un personnage très, très rapide, sans doute un des plus rapides du jeu. Et moi aussi, je joue un perso rapide, mais le sien l'est davantage et faisait aussi de gros dégâts. Donc, la moindre erreur est fatale et il a su en profiter largement plus que moi. Faire tilter exprès les autres, ça peut être aussi une stratégie de jeu. Pas être en tilt soi-même, bien sûr, ce serait suicidaire comme stratégie, mais essayer à tout prix de faire tilter les autres joueurs. Et puis c'est pour ça aussi qu'il y a quelques personnes qui sont des gars exceptionnels pour faire tilter leurs adversaires à une table de poker, parce que quand ils en repèrent un sur qui ça marche, ils vont tout faire pour le tilter complet. Comment ils font du coup ? Ils vont jouer sur son ego, ils vont jouer d'une manière plus agressive sur lui s'ils savent qu'il y est sensible, ou ils vont l'agresser, entre guillemets, verbalement. D'ailleurs, ils ne vont pas l'insulter, mais
ils ont un ton et ils ont des phrases agressifs, vraiment agressifs. Alors, voilà, si un joueur là est en pleine réflexion pour savoir s'il doit payer le tapis de quelqu'un ou pas et jouer peut-être son élimination là-dessus et qu'il réfléchit depuis 15 secondes, il va dire bon bah vas-y, tu te dépêches maintenant. Donc ils vont interrompre sa réflexion, ils vont le forcer et ils vont faire un truc qui est totalement déplacé en pressant un joueur qui n'a pas encore eu suffisamment de temps de réflexion de là et puis s'ils voient que ça prenne, 5 secondes après, ils vont recommencer. Ils vont dire vas-y, on va pas attendre toute la nuit, hein, il y en a qui veulent jouer. Voilà, ça va être des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, le gars il devient fou. Il y en a avec qui ça fonctionne très bien. Et il y en a qui savent faire ça très bien. Ouais, donc il y a vraiment des gens qui utilisent ça comme stratégie. C'est un peu déloyal quand même, non? Ouais, pour moi, c'est moche. C'est vraiment moche. Et puis en plus, les gens qui font ça sont des gens qui sont des sales mecs, quoi. C'est des sales mecs. Ouais. Un bon exemple de ça, ce serait sur un terrain de foot, insulter la famille d'un joueur, un jour où il y a beaucoup de pression, où tout le monde est à cran et très fatigué parce qu'on en est aux prolongations. Lors d'une finale de Coupe du Monde, par exemple. En 2006, à tout hasard. Ce jour-là, la provocation de Materazzi, ça pourrait bien ressembler à une tentative réussie pour faire tilter Zidane. Bref, qu'il vienne d'une frustration extérieure comme d'une contrariété dans sa vie privée, d'un état physique vulnérable ou encore d'une erreur de jeu, il y a plein de facteurs qui peuvent nous faire tilter. Après avoir discuté avec Guillaume Darcourt pendant une bonne heure de ces histoires de tilt, je l'ai suivi dans un tournoi de poker d'un club amateur à côté de Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles où Guillaume Darcourt habite. Et voilà, on joue là. C'est où? C'est dans la Maison Blanche, là? Là, c'est là. Bonsoir. Je présente Adélie. Monsieur Darcourt. Bonsoir. Bonsoir, Denis Boffin. Et pendant l'une des parties, il y a eu un malentendu entre Guillaume Darcourt et une autre joueuse, Caroline. Ils se sont engueulés sur un quiproquo. Je vous passe les détails parce que c'est technique, mais Caroline a gagné la main et Guillaume n'était pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ce qu'il s'était passé. Et il a complètement tilté. C'est pour moi, oh! Mais non, elle a fait tapis. Mais j'ai montré. Elle fait tapis. Mais non, elle m'a payé. Ben moi j'ai pas vu. Ben je paye, il me reste 1000. Oh, j'ai pas jeté. J'ai pas vu. Pour moi j'ai montré. J'ai montré pour étaler le jeu. Comment je vais jeter 1000? Sérieusement? J'ai jeté 1000 dans un pot de 10 000? Pas de valet? Bah non. Quelqu'un l'a annoncé. Je m'en fous. T'as mis un jeton. Pour moi j'ai fait showdown. Qui a annoncé all-in? Qui? Tu l'as dit? Pas de valet, il l'a dit? Ah, t'avais qu'à annoncer all-in. Donne. Mais non, c'est pour moi. Cherche pas, c'est pour moi. Mais pas du tout. Mais il n'y a pas un cas, t'as perdu. Mais bien sûr que j'ai suivi. Évidemment que j'ai suivi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que suivre? J'ai plus de jetons. Mais j'ai pas jeté mes cartes, j'ai showdown. Et toi, tu l'as dit? Et lui, il l'a dit? Mais même pas en rêve, j'ai gagné le coup, je vais pas jeter pour 1000 balles. Il n'y a pas d'orgueil, tu perds le coup, j'y peux rien moi. Ah si. Je suis pas en tilt. T'es pas en tilt? Pas du tout. Non. On y croit ou pas? Ouais, tu peux. La vérité, c'est que plus tard dans la soirée, Guillaume Darcourt a quand même reconnu qu'à ce moment-là de la partie, il avait bel et bien tilté. Comme quoi ça peut arriver même à un ancien champion, dans un contexte amical et sans aucun enjeu. Le problème de se retrouver en situation de tilt, à vouloir absolument se refaire et récupérer l'argent qu'on a perdu, et à prendre de mauvaises décisions, c'est que ça amène souvent à ce qu'Axel Moreau appelle de la compulsion de jeu. En poker, la compulsion de jeu, c'est jouer beaucoup de coups trop vite sans s'arrêter pour réfléchir. Là où c'est encore plus probant, c'est dans l'e-sport. En jeu vidéo, cette compulsion de jeu se traduit par l'envie immédiate de recommencer une partie alors même qu'on n'est pas dans l'état d'esprit nécessaire pour bien jouer quoi qu'il arrive. Pour creuser ce concept de compulsion de jeu et comprendre comment il nous empêche de sortir de la frustration, j'ai discuté avec Sean Ross. Hello, my name is Sean, and I'm a data scientist at Facebook who, in my free time, likes to study the data around video games. Ce que vient de dire Sean, c'est qu'il est analyste de données chez Facebook, mais que sur son temps libre, il a créé un site qui s'appelle Datalama. C'est un site où il répond à des questions qu'on lui pose, généralement sur le monde des jeux vidéo, et auxquelles il essaye d'apporter des réponses grâce à de l'analyse de données.
Et il a notamment fait toute une étude sur le tilt dans un jeu qui s'appelle League of Legends, auquel il a beaucoup joué. I've historically always been the most mild-mannered, calm person I'd ever met. J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement calme et poli. Mais devant un jeu vidéo, je deviens un monstre de rage. C'est quelque chose dont on parle tout le temps dans le monde des jeux vidéo. On parle tout le temps de ce monstre qu'on peut devenir à tout moment. Il y en a un caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et les jeux vidéo le font ressortir. Et on parle beaucoup de l'impact que ça a sur nos performances. League of Legends, c'est un jeu qui se joue en réseau par équipe de 5. Chaque équipe a une base, c'est une espèce de château à chaque extrémité du jeu, avec tout un tas de protections. Et le but, c'est d'aller détruire le château de l'équipe adverse. League of Legends, me dit Sean Ross, c'est un jeu où le phénomène de tilt est particulièrement accru pour 2 raisons. Déjà, parce que le jeu est construit de manière perverse. Quand vous faites une erreur, le jeu vous le fait payer pendant tout le reste de la partie. La moindre erreur affaiblit votre personnage, le reste de votre équipe, et rend l'adversaire plus fort. And so a lot of times you'll make a mistake early. Ce qui arrive souvent, c'est de faire une erreur au début de la partie. Et là, l'adversaire va juste vous exploser pendant les 30 minutes suivantes jusqu'au game over. C'est vraiment une mort lente et douloureuse. Et vous passez 30 minutes avec vos coéquipiers qui vous hurlent dessus pendant que vous êtes en colère contre vous-même. L'autre raison pour laquelle c'est un jeu qui fait beaucoup tilter, c'est parce que vos coéquipiers vous engueulent lorsque vous commettez des erreurs. If I had to guess, Je pense que la communauté de joueurs de League of Legends est considérée comme la plus toxique qui soit. C'est vraiment une communauté qui ne pardonne aucune erreur. Pour comprendre ce qui lui arrivait quand il tiltait, Sean Ross a donc décidé d'analyser les données de plusieurs millions de parties. it was fascinating to look at some of this data because I saw so much of my C'était fascinant d'analyser ces données parce que je pouvais voir à quel point elles reflétaient mon propre comportement. Tu deviens frustré et tu vas directement dans la partie suivante parce que c'est la seule manière de ne plus être frustré. La seule solution, c'est de jouer mieux, de battre l'équipe adverse. C'est vraiment un cercle vicieux. On joue plus mal quand on est en tilt, on devient impatient et on veut jouer encore plus. Et ça fait qu'on continue de perdre et qu'on est de plus en plus en tilt. Dans un premier temps, Sean Ross a observé quel était le pourcentage de chance de gagner une partie quand un joueur avait perdu les 3 parties précédentes. And what we see is that if they've lost the last 3 games in a row, the likelihood that they'll win their 4th game is 40. Et c'est ce qu'on voit. Si vous avez perdu les 3 dernières parties que vous avez jouées, vous n'avez que 43% de chance de gagner la 4e. Si vous avez gagné 1 ou 2 parties sur les 3 précédentes, ça va. Vous avez probablement environ 50% de chance de gagner celle d'après. Si vous avez gagné les 3 parties précédentes, vous allez être super positif. Vous avez 57% de chance de gagner la partie d'après. Si avoir 57% de chance de gagner la prochaine partie ne vous paraît pas être une statistique si favorable que ça, il faut que vous sachiez que League of Legends, c'est un jeu qui essaye de maintenir le taux de réussite de tous les joueurs autour de 50%. Si vous commencez à gagner, mettons, 6 parties sur 10, le jeu vous opposera automatiquement à des joueurs plus expérimentés pour faire en sorte que vous perdiez et redescendiez à un taux de réussite proche de 50%. Donc réussir à atteindre 57% de victoire, c'est énorme. Sean Ross explique que si vous jouiez 10 parties par jour et que vous gagniez 55% du temps, vous seriez probablement parmi les 100 meilleurs joueurs au monde. And so one thing I was particularly interested in was Et donc, quelque chose qui m'intéressait en particulier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tilter. Et en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre 15 ou 20 minutes de pause après avoir perdu une partie ou après une expérience négative. Faire une pause d'une vingtaine de minutes si vous perdez une partie, ça permet de sortir la tête du jeu, de penser à autre chose, et selon les données, ça permet de revenir jouer dans de meilleures conditions. Et ça, Sean Ross l'a testé lui-même. Quand j'ai commencé à faire ça, je me suis mis à grimper très vite dans le classement, parce que j'évitais de continuer à jouer plutôt que de perdre 4 ou 5 fois d'affilée en jouant comme une merde parce que j'étais frustré, et donc de perdre des places dans le classement. Avant de faire son expérience, Sean était classé au-dessus de 99% des joueurs de League of Legends. Quand il s'est mis à faire des pauses après les parties perdues pour sortir de son état de tilt, il est devenu meilleur que 99,7% des joueurs dans le monde. Quand on est si loin dans la compétition et qu'on est aussi bien classé, une marge de progression comme ça, c'est énorme. C'est une progression assez significative, parce qu'à ce niveau-là, c'est difficile d'avoir une grosse marge de progression.
En réalité, toutes les personnes que j'ai interviewées pour cette émission me l'ont dit, ce qu'il faut faire, ou plutôt ce qu'il faudrait faire lorsqu'on est en tilt, quand on est frustré, c'est essayer de se sortir la tête du guidon. Comment tu le gères? En essayant de te remettre le plus rapidement possible dans ton meilleur jeu, dans les meilleures dispositions. Au poker, par exemple, tu te lèves et tu vas faire un tour, 10 minutes, 20 minutes. Tant que tu n'es pas calmé, ne reviens pas à la table pour jouer un autre coup. Voilà, puisque tu vas essayer de te refaire, tu vas déjouer de toute manière, etc. Donc, tu as les moyens de faire ça, d'aller prendre l'air. Voilà, c'est un truc déjà simple et même évident. Toi, c'est ce que tu fais? Ouais, ça m'arrive, mais mal, parce que je vais retourner au bout de 5 minutes, là où il m'en aurait fallu 20, et 5 minutes, si je suis au bout de la salle et que je vois le croupier de ma table, il est en train de ramasser les cartes et en train de mélanger pour faire le coup suivant, je suis capable de courir pour pas aller rater la main d'après, alors qu'il faudrait la rater aussi. Tu vois, en plus, aller courir, moi, je vais courir. Donc, je suis encore en tilt. Kayane, la championne de sport de combat en ligne comme Soul Calibur, s'aère la tête en jouant du piano et en faisant de la boxe. On développe des qualités qui nous permettent de vraiment se contrôler soi-même. Donc, moi, je fais de la boxe française, par exemple, ça me permet de me défouler aussi, de mettre mon énergie là-dedans. Quand il y a trop d'énergie en soi et qu'en fait, on ne peut pas se défouler ailleurs que sur un jeu vidéo, je pense que c'est mauvais, surtout si on fait de la compétition, parce qu'il faut un moment s'ouvrir aussi à d'autres choses et de s'exprimer par d'autres façons pour ensuite revenir avec un vent frais dans le jeu de combat ou dans le jeu vidéo auquel on joue. Et je trouve que c'est rafraîchissant, en fait, de passer une autre passion et d'ensuite revenir dans ce qu'on fait. Et par exemple, je fais aussi de la musique. Ça me permet de me concentrer énormément, de vraiment juste me focus sur ce que je joue. Et dans les jeux de combat, après, je peux vraiment mettre en œuvre tout ce que j'ai appris par ailleurs. Pour l'aider à dépasser ses problèmes de tilt, Guillaume Darcourt a fait appel à un coach et préparateur mental qui travaille avec des joueurs de poker, mais aussi avec des sportifs, comme les joueurs de tennis Gaël Monfils ou Sébastien Grosjean. Je l'ai appelé chez lui, à Aix-en-Provence, et il m'a parlé de son travail avec les athlètes. Alors donc je m'appelle Pierre Gauthier, puis je suis coach mental pour des sportifs, des joueurs de poker, des musiciens, des chefs d'entreprise. S'il y avait une façon de travailler universelle pour tout le monde et explicable en 3 minutes, il n'y aurait pas de gens qui tiltent. Donc c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça. En fait, dans la préparation qu'il fait avec ses clients, Pierre Gauthier s'intéresse à la régulation des émotions, puisque le tilt, c'est justement se laisser dépasser par sa frustration. Moi, dans la performance, celle qui m'intéresse, il y a 4 émotions sur lesquelles je travaille, qui sont considérées comme des émotions maîtresses. Alors, la peur, la colère, la joie, la tristesse et le dégoût. Le dégoût m'intéresse pas tellement dans la performance, donc je suis resté sur les 4 autres. Et dans les 4, il y a la colère. Et en fait, quand je pose la question systématiquement à mes clients, qu'est-ce que tu penses de ces émotions-là? Est-ce qu'il y en a des positives, des négatives? Systématiquement, la réponse que je reçois, c'est qu'en gros, dans notre société actuelle, la peur, la colère et la tristesse sont considérées comme négatives. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est triste ou quelqu'un qui a peur, c'est pas des gens au regard des autres c'est pas des bonnes émotions. Et à l'inverse, la joie serait plutôt positive. Alors qu'en fait, c'est souvent ce postulat de départ qui crée le problème. C'est-à-dire que de considérer qu'une émotion est négative, on va être en opposition de tout ce que ça peut générer, alors que les émotions ne sont absolument pas ni positives ni négatives. C'est justement notre façon de la gérer qui crée des comportements négatifs ou positifs. L'idée, c'est qu'en partant du postulat que la colère et donc la frustration est une émotion négative, ce qu'on fait généralement, c'est essayer de ne pas être en colère, donc de refouler cette émotion. Comme on part du postulat que cette émotion est négative, la façon qu'on a de gérer ces émotions-là, notamment la colère, ça va être d'essayer de pas être en colère. Donc on va, si vous voulez, entre guillemets, refouler la fonction utile de cette émotion-là. Et par exemple, on le voit très bien avec des sportifs ou des joueurs de poker qui pensent qu'il faut absolument rester impassible, ne rien dire, etc. Et à ce moment-là, on contient notre colère, mais on la traite pas. Et quand on la contient et qu'on la traite pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des strokes de frustration ou de colère qui s'empilent. Il y a des situations qui se répètent, puisque la fonction utile de la colère est de dire stop à un comportement, par exemple, qu'on a.
Si on la traite pas pour ce qu'elle est, c'est-à-dire essayer de comprendre quel est le comportement qui nous dérange et comment on veut le changer, il y a quand même de grandes chances que ce comportement se répète à nouveau. Quand il se répète à nouveau, ça rajoute des couches de frustration et donc la frustration augmente puisque la cause n'est toujours pas traitée. Et à un moment donné, ça fait ce que j'appelle, je vous disais, un effet cocotte-minute, c'est que quand il y a trop de frustration ou de colère qui s'est empilée, à un moment donné, ça explose. Et là, quand ça explose, c'est problématique. Ce qu'explique Pierre Gauthier, c'est que lorsqu'on ne traite pas une émotion, c'est-à-dire si on ne répond pas aux besoins qu'elle suscite en nous, on aura un comportement inapproprié face à une situation. C'est le travail que je fais, en fait, c'est travailler sur ce que j'appelle les modes de pensée, c'est-à-dire comment on réfléchit, comment on pense et ce qu'on se dit. Et c'est ça qu'il faut modifier. Ce qui crée le tilt, c'est de penser que cette émotion-là est négative et du coup de dérouler tout un panel de comportements qui n'est pas approprié. Donc c'est ça qu'il faut remodeler, c'est ça qu'il faut changer chez l'athlète avec qui je travaille. Quand vous avez un athlète ou un joueur de poker qui depuis 40 ans, il est persuadé que le tilt c'est pas bien, que la colère c'est pas bien, que la peur c'est pas bien, etc. Donc il y a tout un travail de réconciliation avec ces émotions-là. Ensuite, il faut être capable de comprendre les mécanismes à quoi ça sert et d'être capable d'identifier les situations dans lesquelles on ressent du stress et d'arriver à dérouler des process de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de se poser la question, tiens, si je suis en colère, qu'est-ce que c'est qui me dérange, quel est le comportement que j'ai ou la réaction ou la décision que je prends qui me convient pas et qui est pas bonne pour moi. Ensuite, une fois qu'on l'a identifié, il faut être capable de la corriger. La chose qu'il y a, c'est que ce qui est à l'origine de la colère, c'est aussi ce que je vous disais, c'est des erreurs qu'on peut faire. Donc il y a tout un travail aussi sur l'acceptation des erreurs qu'on peut faire parce que à l'arrivée, malgré qu'on va travailler sur la colère, on fera quand même des erreurs. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de points à travailler qui font que quand tous ces aspects-là commencent à s'emboîter et à se mettre dans l'ordre, normalement le tilt arrive très peu. Le but c'est pas de gérer le tilt une fois qu'il est là. Le but c'est de pas tilter en fait. On peut apprendre à mieux réguler nos émotions. On peut travailler sur nos schémas de pensée et sur notre colère, à la manière dont Pierre Gauthier travaille avec ses clients. Mais dans la vie, qui se passe en dehors d'un cours de tennis, d'une partie de jeux vidéo ou loin des tables de poker, on est voué à se retrouver confronté à notre frustration. Plus on se focalise dessus, plus on est frustré. Et le seul moyen de se libérer en fait de la frustration, c'est de la laisser nous traverser, puis de la vivre et de pas se focaliser dessus. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. L'un des objectifs d'Axelle Moreau, dans la thèse qu'elle a consacrée au poker, était de vérifier si le fait de beaucoup tilter, et donc d'être très frustré, était lié ou non avec ce qu'on appelle le jeu excessif. Le jeu excessif, c'est quand le fait de jouer commence à avoir des conséquences au niveau professionnel, social et personnel pour le joueur. Attention, dans nos travaux, on ne dit pas que tilter, c'est avoir un comportement dangereux ou mauvais pour soi, pas du tout. Au contraire, le tilt, nous, on le conceptualise en tout cas comme quelque chose qui fait partie de l'apprentissage du poker et qui fait même partie intégrante du poker. Ça peut faire partie de sa stratégie, ça fait partie du vécu du poker. Si on joue longtemps, on va être fatigué, on va tilter, ça en fait partie. Axelle Moreau a démontré que oui, quelqu'un qui tiltait beaucoup, qui était très frustré, était effectivement plus sujet à devenir accro au jeu et à développer des comportements excessifs. Le tilt est censé être un phénomène transitoire qui dure quelques heures au maximum, le temps de dépasser sa frustration, son énervement et de passer à autre chose. Comme toute émotion, la frustration n'est pas faite pour durer éternellement. Elle est faite pour induire un comportement, en l'occurrence, sortir de la situation qui nous apporte de la frustration et s'en dégager. Donc oui, si le tilt dure très longtemps, ce n'est pas sain. Mais ce qui fait la vraie différence entre quelqu'un qui risque de développer un comportement excessif vis-à-vis du jeu et un joueur lambda qui tilte beaucoup, c'est de savoir reconnaître qu'on est en tilt. C'est tout l'enjeu de nos travaux. Nous, ce qu'on a voulu comprendre, c'était est-ce que c'est le fait de tilter souvent versus pas souvent qui va être dangereux ? Ou est-ce que c'est encore autre chose ? Ce que nos travaux montrent à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, tilter souvent, c'est plus risqué, on a plus de risques de développer un jeu excessif si on tilte souvent, mais que c'est pas le seul aspect. Nous, on s'est rendu compte que c'est surtout être capable de se rendre compte qu'on vit des épisodes de tilt qui seraient pas mal fondamentales. Parce qu'on se rend compte que quand on leur demande combien de fois vous tiltez, et quand on mesure avec l'outil qu'on a créé, ceux qui ont des réponses qui sont cohérentes entre ce qu'ils nous disent et ce que nous on voit, généralement, ils ont pas vraiment un comportement qui pose problème. Ils jouent au poker, mais ça se passe très bien. Et par contre, tous ceux qui ont un décalage entre les deux, plutôt marqué, là,
on va avoir tout de suite retrouvé bien plus de gens qui vont avoir des comportements à risque. C'est peut-être une leçon à retenir pour tous les gens comme moi qui ne jouent ni au poker, ni au tennis, ni aux jeux vidéo. Ressentir de la frustration, de la colère, c'est normal. Et on peut apprendre à mieux vivre avec. On peut aussi apprendre à reconnaître cette émotion quand elle nous envahit, la voir arriver, comprendre pourquoi, avant qu'elle nous fasse péter les plombs. Que ce soit sur le moment ou sur le plus long terme, pour que ça ne soit pas néfaste pour notre santé mentale. Et la prochaine fois que je serai dans les bouchons, plutôt que d'insulter les voitures devant, j'essaierai de laisser la frustration me traverser en me rappelant que je ne peux pas toujours être en contrôle de mon environnement. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée avec l'aide d'Amel Almia. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et la création sonore a été réalisée par Claire Cahu et Nicolas Vert. L'enregistrement et le mixage sont de Jean-Baptiste Bonnet. Merci à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Émotion sur toutes les applications de podcast, comme iTunes ou Google Podcast par exemple. Et vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Suivez-nous @EmotionPodcast, émotion avec un S, sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com ou sur Twitter @apjzpty. À bientôt!